Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce 22e jeudi de l'ordre. Alors, quelques rappels avant de commencer. La semaine prochaine, donc le 17 mars, le professeur Jean-François Seitz fera un point sur la prévention et le dépistage du cancer colorectal à l'occasion du mois Mars Bleu. Et le professeur Brigitte Chabrol parlera des maladies rares en pédiatrie. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver tous les jeudis de l'ordre en replay et podcast sur le site du conseil départemental et suivre l'actualité du conseil sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, le docteur Jean-Philippe Estrade, gynécologue obstétricien, président de la Société de chirurgie gynécologique et pelvienne, va ouvrir cette soirée en évoquant l'endométriose. L'endométriose qui est un réel problème de santé publique car elle touche, comme vous le savez, environ 10% de la population féminine. Puis le docteur Aurore Baudouin-Aloche nous parlera des missions et du fonctionnement du Conseil de l'Ordre. Et avant de lui passer la parole, j'aimerais vous présenter le docteur Baudouin. Elle est médecin généraliste dans le 7e arrondissement de Marseille, membre du bureau de la CPTS de cet arrondissement. Et c'est à ce titre qu'elle intervient ce soir. Elle est aussi conseillère ordinale. Et je pense que ce soir, elle saura capter votre attention et susciter votre intérêt. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de discussion prévu à cet effet. Elles seront abordées en fin de présentation. Merci. Bonsoir, donc je suis le docteur Jean-Philippe Estrade. Je remercie le Conseil de l'Ordre des Bouches-du-Rhône de m'avoir invité à parler un petit peu d'endométriose parce que c'est aussi le mois de l'endométriose, le mois de mars. L'endométriose est un problème assez complexe et long, raison pour laquelle j'ai voulu développer peut-être la première consultation, l'orientation diagnostique et pronostic. Avant toute chose, comme vous le savez, et comme il a été dit, l'endométriose touche 10% des femmes, ce qui est énorme. C'est un petit peu le souci, c'est une maladie bénigne inflammatoire, c'est quand les règles se dérèglent, c'est le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine qui vont prendre de l'autonomie et qui vont aller se développer à l'extérieur ou à l'intérieur de l'utérus, provoquant beaucoup de soucis pour les femmes, pour ces 10% de femmes, avec deux points essentiels qui sont la dégradation de la qualité de vie, donc notamment les douleurs et les hémorragies, et qui accompagnent bien souvent une infertilité dans 40% des cas. Le gros souci de l'endométriose, en fait, c'est qu'il y a une grosse barrière à l'entrée du diagnostic. On sait qu'il faut 7 ans à peu près pour diagnostiquer une endométriose et 5 médecins consultés. Et lorsque la patiente est diagnostiquée, elle rentre dans un parcours de soins qui est assez important et vaste avec de l'expertise, etc. Ça coûte très cher aux femmes, 11 heures de perte de travail par semaine, au-delà de l'infertilité, et ça coûte très cher aussi à l'État. Aujourd'hui, vous le savez, Emmanuel Macron s'est prononcé sur une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, le but étant d'identifier les patientes, les professionnels de soins et les parties prenantes. Les solutions, elles existent parce qu'on essaie de les mettre en place, notamment avec l'ARS-PACA, qui est un des projets pilotes, et l'association EndoSud qui est en train de naître. C'est d'identifier, bien sûr, les patientes, les médecins, les parties prenantes, les faire rentrer dans un réseau. Ensuite, c'est de capter et catégoriser les données de santé de ces patientes par rapport à l'imagerie, la biologie et les examens cliniques. Ensuite, c'est d'organiser les soins, parce que les soins de l'endométriose, et je suis très rapide là-dessus, j'en suis désolé, c'est les traitements médicaux, la pilule, anti-inflammatoire, le morphinique, etc. La fécondation in vitro et la PMA, la chirurgie et tous les processus de réhabilitation et d'alimentation. Et en fait, ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir un retour d'expérience avec un suivi spécifique de ces patientes. Alors, est-ce que l'endométriose est un réel diagnostic difficile ? En fait, quand on reprend un petit peu les chiffres, on l'a dit, c'est entre 10 et 20%, ça dépend, mais ça dépend des régions du monde aussi. Ça concerne 25% des patientes qui consultent pour infertilité. Et il faut savoir que 80% des femmes retrouvent un jour des douleurs ou des algies pelviennes chroniques qui ne sont pas forcément de l'endométriose. Il faut savoir aussi que l'endométriose est répartie de façon assez claire. Le stade précoce concerne 80%, donc ce sont des endométrioses assez légères, souvent traitées par des traitements médicaux. Et les stades complexes, c'est à peu près 20% de ces patientes que les chirurgiens, les PMA et les médecins de la reproduction s'occupent. Alors pourquoi c'est difficile ? Parce qu'en fait, globalement, on a beaucoup de symptômes. Les premiers, ce sont les dysménorrhées et les dyspareunies.
Aujourd'hui, une patiente qui est en âge de procréer, qui a des règles très importantes et douloureuses, et qu'est-ce que c'est une règle importante et douloureuse? Ce sont des règles qui sont au-delà de 6 sur 10 et qui peuvent entraîner des perturbations, l'absentéisme scolaire, des malaises, etc. Et là, vraiment, on peut se poser les questions de l'endométriose. Les dyspareunies n'est pas souvent le premier symptôme dont la patiente se plaint, puisque c'est quand même un petit peu tabou. Et là, c'est vrai que la problématique du symptômes tabous ressurgit, les rectoragies, les hémorragies génitales, l'infertilité, les troubles mictionnels et beaucoup d'autres symptômes qui sont en relation avec plusieurs types d'endométriose. La première, ce sont les endométrioses superficielles, donc ce sont les phénotypes, l'endométriose profonde qui pénètre à l'intérieur des organes, donc la vessie, le rectum, mais aussi le diaphragme, mais d'autres, les nerfs sciatiques, etc. L'endométrium qui est un kyste de l'ovaire, l'adénomiose. L'adénomiose, c'est une pathologie très importante dans l'endométriose, puisque c'est une endométriose de la paroi utérine qui peut apparaître très jeune, effectivement, et isolée, un peu ce qu'on appelle le syndrome endolaïque, mais également l'adénomiose est très fréquente. 80% des femmes âgées de 40 ans ont de l'adénomiose avec des cycles abondants et des douleurs. Alors, dans l'histoire de la maladie, souvent, ces patientes sont sous-estimées, pas prises en charge, parce qu'on peut les rencontrer au niveau de la fin de l'histoire, quelque part, lorsqu'elles se sont vraiment hypersensibilisées, au moment de la dépression ou du catastrophisme douloureux. Ce sont des patientes qui ont tendance à se plaindre en permanence, etc. Et là, il faut savoir, y compris dans les dépressions, y compris le fait, quand on a une infertilité, ça peut être dépressiogène, etc. Il faut savoir relever et remonter un petit peu le fil du temps et poser ces questions qui sont assez simples. Les règles sont-ils douloureuses, abondantes, et les rapports sont-ils douloureux? Et ça, c'est très important, puisque si on fait ça, on se rend compte que l'histoire de la patiente est assez simple au final. Première règle, les ménarches sont douloureuses, accompagnées d'absentéisme scolaire. L'absentéisme scolaire est un marqueur significatif dans les études pour être précurseur d'un doute sur une endométriose. La femme grandit, elle sort de l'adolescence, c'est une jeune adulte, elle commence à avoir des rapports, il y a des dyspareunies qui ne sont pas forcément au premier plan parce que c'est tabou, mais qui peuvent être très marquantes dans l'entrée dans la sexualité des femmes. L'apparition de douleurs pelviennes chroniques, de ménorragie, de troubles du transit, tout simplement parce que la douleur au niveau du pelvis entraîne une hyperactivation du système sympathique et parasympathique digestif et qui peut faire des altérations de diarrhée, constipation, des ballonnements. Ensuite, vers la femme, vers l'âge de 28, 29, 30 ans, puisque c'est l'âge des premières grossesses en France, ont une infertilité. Et là aussi, si on ne pose pas la question chez une patiente infertile, a-t-elle des rapports non douloureux, a-t-elle des dysménorrhées, c'est qu'on passe un petit peu à côté de son diagnostic. Ensuite vient après les symptômes qui sont différents et plus généraux de l'hypersensibilité centrale, qui sont la fatigue, la perte de productivité, la dépression et ce que je disais, le catastrophisme douloureux. Voilà souvent la fin de l'histoire de ces patientes qui ne trouvent pas de diagnostic. Alors l'examen clinique, évidemment, c'est un examen gynécologique, mais un examen aussi de la paroi abdominale. J'ai dit cicatrice tout simplement parce que ces patientes sont très souvent opérées. Donc il faut remonter l'histoire, c'est pas simple forcément. Le spéculum, on peut avoir des nodules, une rétraction, une mobilisation cervicale qui est douloureuse. Au niveau du périnée, au toucher vaginal, on peut avoir des tensions très douloureuses qui ne sont pas forcément signe d'endométriose directe, mais d'hypersensibilité et d'un syndrome myofascial. Il peut y avoir des nodules fornix, des douleurs à mobilité, et également étudier les dermatomes pelviens, puisqu'il peut y avoir une atteinte des nerfs. L'imagerie, souvent le gold standard qui est remonté, c'est l'IRM. Aujourd'hui, il est très important et nous avons la chance d'avoir des radiologues et des gynécologues obstétriciens qui sont également échographistes de plus en plus performants, qui font de l'échographie endovaginale de première intention et d'expertise et qui donnent vraiment une très bonne imagerie qui est orientée également par la clinique et qui permet de désengorger aussi les IRM qui sont extrêmement demandés. Ensuite, l'IRM, comme je viens de le dire, n'est pas systématique, mais doit être plutôt réalisé dans des centres dits experts. Alors, ces mots sont un petit peu interdits, on va dire, au conseil dans le côté ordinal, mais ce sont des classifications qui sont reprises par les ARS.
Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus de célioscopie diagnostique, sauf cas exceptionnels. Le questionnement suffit à faire le diagnostic de l'endométriose et l'imagerie permet de connaître les cas de phénotype. Il est évident que c'est chez les patientes en première intention, il faut faire un bilan de fertilité, pas seulement chez les patientes infertiles, mais ce sont des femmes jeunes avec un gros potentiel de fertilité. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons le droit de réaliser de la préservation ovarienne, notamment dans l'endométriose, et il ne faut pas passer de ces chances-là. En conclusion, il y a 3 risques. Le risque faible, une patiente qui a relativement mal, qui peut être bilantée par un médecin généraliste, gynécologue, sage-femme. On réalise un examen gynéco à l'orientation de ces signes que je viens de vous décrire. On fait une échographie et pas d'examen biologique forcément. Dans les risques intermédiaires, c'est plutôt du ressort de là ou du gynécologue qui va faire une IRM par un expert, puis une écho par un expert et une IRM, ce sont des recommandations du collège, et là commencer à faire des bilans de fertilité. Et dans les risques élevés, on est là plutôt dans les centres d'expertise où il faut à la fois rencontrer des médecins de la douleur, des chirurgiens, des médecins de la reproduction, avoir affaire à un staff, une RCP, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec l'ARS. Voilà en quelques mots et rapidement ce que je voulais dire sur l'endométriose. Je vous laisse mes coordonnées si vous avez des questions complémentaires. Et vous savez aussi qu'il y a beaucoup de littérature et que je crois qu'à partir du moment où il y a la stratégie nationale sur l'endométriose, vous entendrez de plus en plus parler. Et également, je le répète, avec le projet de l'ARS. Je vous remercie. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais d'abord commencer par remercier les personnes qui ont contribué à faire cette soirée, notamment Simon Delecourt qui s'est énormément impliqué pour faire cette présentation, notre chère présidente Marie-Dominique Métras, Guillaume Gorincourt, Jacques Roméo, mon binôme Bruno Mellet qui a eu beaucoup de patience pour répondre à toutes les questions que j'ai pu lui poser pour faire cette présentation ce soir, à l'ensemble des élus, des salariés et à l'équipe technique qui est là ce soir. Donc le sujet qui m'a été confié ce soir, c'est « À quoi sert l'ordre ?» Une question pas évidente, parce qu'en général, c'est la question « À quoi servent mes 335 € de cotisation ?» Je vais commencer par vous faire une petite vision des médecins du département. Et puis après, nous verrons donc à quoi sert le Conseil de l'Ordre, à quoi sert la cotisation, l'organisation et les commissions du Conseil et les actions, on fera un petit mémo des actions du Conseil durant la crise sanitaire avant d'aborder le thème des élections qui arrivent de 2022. Donc, les médecins du département. Nous sommes actuellement 12 745 médecins inscrits. Ça ne veut pas dire que tous ces médecins-là sont actifs parce qu'il n'y en a que 9 277, parce que cela compte aussi les retraités. Qui sont ces médecins? Pour la moitié, 54%, ce sont des médecins libéraux. On a 26% de part d'hospitaliers et 14% de salariés, et le reste, et les 6% qui restent, ce sont les médecins remplaçants. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu rares et compliqués à avoir quand on veut se faire remplacer. L'année dernière, nous avons eu 642 nouvelles inscriptions. Là-dessus, nous avons 616 médecins qui sont actifs. Alors, les médecins actifs. Nous avons une répartition à peu près équitable des médecins hommes-femmes à l'heure actuelle. Mais si on regarde la population des médecins de moins de 45 ans, on s'aperçoit qu'il y a une très nette prédominance féminine. La moyenne d'âge actuelle des médecins est de 51 ans. Donc les médecins sont quand même globalement assez âgés. Si on s'intéresse un petit peu à la démographie médicale du département, on voit que les médecins sont répartis comme la population générale, c'est-à-dire qu'il y a 60% de médecins qui exercent dans l'agglomération de Marseille et 40% qui sont hors Marseille intramuros, mais ça se superpose à la démographie du secteur. Concernant les spécialités, il y a 40% de médecins généralistes et 60% de spécialistes.
Maintenant, on va aborder le sujet de la cotisation. La cotisation, en fait, c'est l'unique source de revenus du Conseil de l'Ordre. C'est ce qui nous permet en fait d'être indépendants vis-à-vis des autres institutions et notamment vis-à-vis de l'État. Nous avons donc un fonctionnement qui est totalement indépendant. Alors, il y a une nouveauté, un changement en 2021, parce qu'avant, le conseil départemental percevait l'ensemble des 335 € de cotisation. Mais depuis 2021, l'ensemble des cotisations part sur Paris, c'est-à-dire au niveau du Conseil national, qui après va redistribuer la quote-part des cotisations en fonction des conseils départementaux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des conseils départementaux qui avaient beaucoup moins de médecins inscrits et que ce n'était pas équitable. Du coup, on redistribue de façon un petit peu plus équitable l'argent au département. La cotisation. Il y a à peu près 40% de la cotisation qui reste au niveau du Conseil national des médecins. 12% qui va au Conseil régional et au niveau du départemental, c'est-à-dire ici, nous avons à peu près 40% de la cotisation. 8% va pour l'indemnisation des médecins élus et 2% reste consacré au budget de l'entraide dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, un petit mot sur le Conseil national pour vous expliquer comment il est organisé. Et puis après, je vous expliquerai le Conseil régional et le Conseil départemental. Il y a 3 niveaux différents. L'historique un petit peu du Conseil de l'Ordre. Si on remonte un petit peu pour savoir comment il a été créé, avant la Révolution française, la profession toutes les professions d'ailleurs étaient organisées sous forme de corporation. Sauf qu'à la Révolution, ce système a été aboli. Du coup, il y a eu beaucoup de citoyens qui ont pu prodiguer des soins et ça a fait développer beaucoup de charlatanisme. Il a fallu donc trouver une solution pour lutter contre ce charlatanisme et décider de voir qui avait le droit ou pas d'exercer la profession et d'exercer la médecine. Donc, c'est Bonaparte, en 1803, qui a imposé que tous les médecins, à l'époque il y avait les docteurs et les officiers de santé, donc Bonaparte a imposé que chaque médecin devait être diplômé et devait faire enregistrer leur titre pour exercer. Et puis après, c'est dans le 19e siècle qu'on a commencé à créer le Congrès médical de France qui a décidé qu'il fallait un petit peu créer des conseils départementaux. Et puis là-dessus, il y a des syndicats qui se sont formés. Jusqu'à ce qu'en 1940, le gouvernement de Vichy crée le Conseil supérieur des médecins. Ce Conseil supérieur a été dissous en 1943, puis reformé par le général de Gaulle qui a créé enfin le véritable ordre des médecins. Alors, pour avoir une petite définition de l'ordre des médecins. L'ordre des médecins veille en fait au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement qui sont indispensables à l'exercice de la médecine. Ça, c'est la définition qui est tirée de l'article L41.2 du Code de santé publique. Le Conseil veille également à l'observation par tous les membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie. Et il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Alors, le Conseil national actuel est présidé par le docteur Patrick Bouet. Mais en juin, il va y avoir de nouvelles élections, donc ce président va changer. Il y a 56 conseillers nationaux, plus un membre désigné par l'Académie de médecine et un conseiller d'État qui est nommé par le garde des Sceaux. On distingue au niveau du national 4 sections distinctes. D'abord, la section éthique et déontologie, qui est chargée d'actualiser un petit peu les articles du Code de déontologie médicale, de s'adapter à l'évolution de la société.
la section exercice professionnel, qui rend les avis de nature juridique et déontologique. C'est-à-dire que on veille à la façon dont exercent les praticiens, qu'elles soient conformes aux données actuelles. Il y a aussi une section qui concerne la formation et les compétences médicales, qui gère les commissions, la qualification des médecins, les passerelles quand un médecin décide de changer de spécialité ou prend une double spécialité. Je pense à la pédiatrie, par exemple, qui peut s'associer à la psychiatrie ou à d'autres spécialités. Et puis, c'est la commission qui surveille la carrière des médecins et le développement professionnel continu. Enfin, la section de santé publique qui est très en vogue en ce moment avec l'épidémie de Covid. Le Conseil national de l'ordre des médecins, c'est l'interlocuteur avec les instances ministérielles et c'est un des acteurs de santé nationaux. C'est le Conseil qui émet un avis sur tous les grands textes réglementaires qui concernent la profession et qui défend les principes de déontologie médicale dans les grands débats de santé nationaux et internationaux. Deux champs. Alors, le Conseil régional maintenant, lui, il a deux champs de compétences essentiellement. La formation restreinte, qui missionne les experts quand on remarque un état pathologique ou une insuffisance professionnelle chez un médecin, on va demander à un expert de vérifier si son état de santé ou son état physique est compatible avec l'exercice de la médecine. Et puis le Conseil régional héberge une autre instance, c'est la Chambre disciplinaire de première instance qui s'occupe essentiellement des plaintes. On arrive maintenant à nous, un petit peu, donc, au Conseil départemental. Le Conseil départemental, c'est l'organe de proximité des médecins. C'est la maison des médecins. Normalement, c'est assez facile de nous contacter. Il y a le numéro de téléphone, l'adresse mail. Et nous sommes ouverts tous les jours, à peu près 40 heures par semaine, sauf le vendredi après-midi, parce qu'on est à la piscine. Je plaisante bien évidemment. Alors, les élus du Conseil. Alors, nous sommes nommés par les 12 000 médecins du département. En général, c'est pas en général, nous sommes élus pour 6 ans. Et nous sommes élus par binôme. Les conditions du binôme, c'est avoir moins de 71 ans. Les conditions d'élection, c'est avoir moins de 71 ans, être à jour de ses cotisations et ne pas avoir de peine en cours, c'est-à-dire pas de blâme ou d'avertissement depuis 3 ans et de ne pas avoir été interdit d'exercer, ou radié bien évidemment. Le bureau du Conseil départemental. Nous avons notre présidente, Marie-Dominique Métrasse, et un secrétaire général, un secrétaire adjoint et un trésorier, ainsi que des vice-présidents. Les titulaires. Nous sommes actuellement 24 titulaires et nous avons 18 suppléants. Les suppléants. Les suppléants succèdent en fait aux membres titulaires qui cessent leur fonction avant la fin du mandat, c'est-à-dire les titulaires qui démissionnent ou qui, comme notre ami Eric Lindenmeyer, sont décédés et pour qui j'ai une pensée particulière ce soir. Les suppléants sont invités à remplacer ponctuellement un titulaire qui est empêché. C'est-à-dire que dans ce cas, lors d'une séance plénière, il assiste et a le droit de participer au vote lors de l'Assemblée. Lorsque le suppléant reste dans son rôle de suppléant, il assiste aux séances du conseil départemental, il participe aux délibérations, il peut donner son avis, mais il n'a pas de droit de voter. Ce sont que les 24 titulaires qui votent. Par contre, il participe pleinement à la vie du conseil, aux différentes commissions, aux conciliations. Les salariés. Actuellement, nous avons 15 personnes qui sont salariées. Un directeur administratif, M. Simon Delecourt,
3 juristes, un informaticien et 10 secrétaires qui sont répartis dans 6 pôles. Ce sont des secrétaires qui sont en général depuis plusieurs années et qui connaissent très bien tous les problèmes de déontologie et qui sont très ouvertes pour répondre à toutes vos questions quand vous appelez. Elles ont des réponses bien adaptées. Donc, la masse salariale représente 54% des frais du fonctionnement du Conseil de l'ordre départemental. L'activité du Conseil. Alors, le Conseil est réparti en plusieurs pôles. Donc, il y a tout d'abord une direction administrative qui gère les relations avec les institutions. Je pense notamment à l'ARS, aux URPS, à la mairie, au conseil départemental, au conseil régional, aux tribunaux. La direction administrative aide au développement des projets qui sont initiés par les élus. Ils organisent les élections et puis après gèrent toute la vie administrative d'une institution classique. Il y a le pôle comptabilité qui gère la comptabilité d'une administration classique, mais aussi les relations avec la CARMF et l'allocation du budget qui est dédiée à l'entraide. L'informatique. Nos informaticiens gèrent évidemment toute l'informatique et notre site internet, mais aussi ils nous aident à mettre en place les projets digitaux que nous avons en cours, parce qu'il y en a plusieurs dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et puis bien sûr, nous avons un accueil avec des secrétaires qui sont là pour vous répondre et pour vous orienter au mieux. Une des activités particulières du Conseil, c'est les contrats. Les contrats et les sociétés. C'est un pôle extrêmement important parce que lorsqu'il y a un problème juridique, un avocat va rechercher en premier si le médecin exerce dans des conditions légales, c'est-à-dire définies par le contrat, puisqu'un médecin ne peut pas exercer s'il n'a pas passé de contrat, s'il n'est pas inscrit à l'ordre. Il y a différents types de contrats. Les contrats de remplacement, les contrats d'association entre médecins et de collaboration, les contrats un petit peu plus tard quand on passe en société d'exercice, puis les médecins qui peuvent travailler sur plusieurs sites, donc c'est ce qu'on appelle les sites distincts, ou les transferts de cabinet quand un médecin déménage, les sessions de cabinet, et puis tous les contrats que les médecins peuvent passer avec les établissements de santé privés ou publics, et enfin les redressements et les liquidations judiciaires. En tout, c'est 15 000 contrats qui sont étudiés chaque année et 800 sociétés, ce qui représente une charge énorme pour les 3 secrétaires qui sont en charge de ce pôle. Nous avons fait 2 jeudis de l'ordre qui étaient en relatif à ce thème qui est important. C'était le b.a.-ba de l'exercice libéral et l'exercice coordonné en MSP et dans les CPTS. Vous pouvez trouver les liens sur notre site internet et je vous conseille de regarder parce que c'est vraiment, on peut y trouver des informations très intéressantes, notamment pour les jeunes médecins qui se lancent. Les inscriptions, deuxième point indispensable à la vie du médecin. Je vais en reparler puisqu'après nous aborderons aussi les plaintes, les doléances et les signalements, ainsi qu'une petite aparté donc, sur l'entraide et la communication du conseil et les jeunes médecins. Donc, les inscriptions, ça correspond, l'inscription est un préalable à l'exercice de la médecine. On vérifie donc les qualifications du médecin, puis la commission donc, des inscriptions attribue aussi les licences de remplacement quand un médecin n'a pas encore fini ses études. Elle gère aussi, cette commission, les procédures NPAI. Alors, c'est quelque chose qui est en fait très important, les procédures NPAI, c'est n'habite pas à l'adresse indiquée. Pourquoi? Parce que quand un médecin ne met pas à jour ses données au niveau de l'ordre, que l'ordre ne peut plus le communiquer avec le médecin et ne peut plus renvoyer, que les courriers nous reviennent, au bout d'un moment, nous sommes obligés de radier le médecin du Conseil de l'ordre. Donc, je vous conseille de mettre à jour vos données au Conseil de l'ordre si ce n'est pas le cas. La commission donc, gère aussi la PDSA, c'est-à-dire la permanence des soins ambulatoires pour s'assurer qu'il y ait une continuité des soins au niveau du département. Et elle gère aussi les transferts, les retraits et les décès des médecins.
Il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 mouvements, 1000 entrées-sorties de médecins par an. Alors, les médecins, donc je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes 12 746 médecins inscrits au Conseil de l'Ordre. En 2021, c'était 642 nouveaux inscrits. Il y a eu 300 médecins qui sont arrivés d'autres départements et 337 primo-inscriptions. En 2021, il y avait 654 licences de remplacement qui ont été délivrées et 70 docteurs juniors qui ont été inscrits. Les docteurs juniors sont une nouvelle forme d'exercice qui en fait s'adresse aux médecins en fin d'études, enfin, aux médecins qui finissent leurs études afin qu'ils puissent exercer en autonomie supervisée. Alors, chaque médecin est tenu de s'inscrire au Conseil de l'Ordre pour pouvoir exercer. S'il ne le fait pas, ça devient de l'exercice illégal de la médecine. Le Conseil de l'Ordre, pour l'inscription, vous reçoit. Donc, ça se passe lors d'un entretien confraternel ici. Et puis, on s'assure que le médecin, déjà, maîtrise la langue française. Et puis, on s'assure qu'il respecte les critères de moralité, de probité, de compétences, qu'il a reçu la formation nécessaire et indispensable à l'exercice de sa profession. Si on a un doute, si on voit que le médecin présente un défaut physique ou qu'on soulève un problème d'addiction ou on a un doute sur une insuffisance professionnelle, on a le droit de demander l'avis d'un expert qui permet de déterminer l'état du médecin, savoir si oui ou non il est apte à exercer la médecine. Un petit point donc, concernant les médecins étrangers. Sur les 12 000 médecins, il y a à peu près 600 médecins étrangers qui sont inscrits à l'ordre. 300, la moitié UE, la moitié hors UE. Dans les médecins de l'Union européenne, il y a 3 nationalités, enfin surtout 2, l'Italie et la Roumanie qui prédominent avec la Belgique. On s'est un petit peu posé la question de savoir quelle était l'origine des médecins, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent étudier à l'étranger. Mais en fait, actuellement, les médecins inscrits sont des médecins qui sont a priori d'origine italienne ou roumaine ou belge en priorité. Un autre pôle, donc le pôle juridique, très important aussi, qui va gérer tout ce qui concerne les plaintes, les doléances et les signalements. Il va aussi s'assurer du suivi des procédures disciplinaires, du suivi aussi des procédures civiles, pénales et administratives, puisque nous sommes en relation. Il va assurer les saisies judiciaires, parce que quand il y a un problème au niveau un officier de police judiciaire n'a pas accès au secret médical. Pour pouvoir respecter dans les procédures judiciaires le secret médical, un membre du Conseil de l'Ordre est obligé d'intervenir et de classer les documents confidentiels sous scellé pour qu'ils puissent être après utilisés par la justice. Le pôle juridique gère aussi tout ce qui est la demande des dossiers médicaux et la sécurité des médecins. Plainte, signalement et doléances. Les différences. Alors, quand quelqu'un porte plainte contre un médecin, c'est une personne qui pose plainte contre un médecin. Sauf dans certains cas particuliers, c'est-à-dire quand les médecins sont missionnés par le service public, c'est en mission de service public, c'est-à-dire les médecins hospitaliers ou les médecins qui exercent dans le cadre d'une expertise judiciaire, le Conseil de l'Ordre est obligé d'organiser une réunion de conciliation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une plainte, le médecin est reçu avec le plaignant au Conseil de l'Ordre afin de trouver une solution, pour une conciliation. Les signalements, c'est lorsqu'on reçoit un courrier qui signale le comportement d'un médecin. Le conseil peut alors s'autosaisir et transformer le signalement en plainte selon la nature du signalement qui est donné ou ne pas porter plainte. Et puis les doléances, c'est en général un courrier d'insatisfaction à l'encontre d'un médecin quand quelqu'un veut nous mettre en garde d'un comportement
particulier. À ce moment-là, le conseil va servir d'intermédiaire entre le plaignant et le médecin sans forcément convoquer les deux parties. Qui peut déposer plainte? Un particulier, une personne morale, c'est-à-dire par exemple une entreprise ou un employeur, ou une association ou un syndicat. Mais ça peut être également toute personne qui s'estime avoir qualité à agir, c'est-à-dire la famille ou l'ami d'une personne. Comment ça se passe quand il y a une plainte? Alors, il n'appartient pas au Conseil de l'ordre de se prononcer sur l'intérêt ou la qualité à agir du plaignant, ni sur la recevabilité de la plainte. C'est-à-dire que toute plainte qui arrive au Conseil doit être étudiée et le Conseil est tenu de convoquer systématiquement le médecin dans un délai d'1 mois. Le médecin est prévenu en amont et il doit faire part d'une réponse écrite pour préparer la conciliation. Si il n'y a pas de conciliation, si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente ou si on a une carence, c'est-à-dire que le plaignant ou le médecin ne se présente pas, le Conseil est tenu de transmettre directement la plainte à la chambre disciplinaire de première instance au niveau du Conseil régional. Donc, la réunion de conciliation entre les parties, donc ça peut être entre un patient et un médecin et un médecin, ou un organisme et un médecin. C'est-à-dire que, par exemple, si un employeur porte plainte contre un médecin qui a fait un arrêt de travail qui a été estimé abusif par l'employeur, dans ce cas, on va convoquer le médecin et l'employeur. On va essayer de trouver une solution de conciliation. Par exemple, on va demander au médecin de refaire le certificat en enlevant les éléments qui sont préjudiciables. En général, c'est quand le médecin, dans le cadre d'un accident de travail, va imputer directement l'accident de travail à l'activité salariée d'un employé. Il faut bien prévenir qu'il n'y a pas d'indemnisation lors d'une plainte ordinale. Donc, un petit schéma pour vous expliquer comment ça se passe. Tout d'abord, la réunion de conciliation donc, regroupe les deux plaignants au niveau du conseil départemental. Ils sont reçus ici en présence d'un ou deux conciliateurs. Soit on trouve le terrain d'entente, la conciliation aboutit et le litige est réglé à l'amiable, on en reste là. Par contre, s'il y a absence de conciliation ou s'il y a une carence, donc que l'une des parties ne se présente pas, tout ça est transmis au conseil, à la CDPI, c'est-à-dire à la chambre disciplinaire de première instance au niveau du conseil régional. La CDPI peut également être saisie directement par d'autres organismes, c'est-à-dire par le Conseil national de l'ordre des médecins, par le conseil départemental, ou par le ministère, le préfet ou le directeur général de l'ARS, ou par d'autres associations de médecins. Selon le résultat qui est rendu de la plainte qui est rendue par la Cour de première instance, si le médecin n'est pas d'accord avec cette décision, il peut faire appel. Dans ce cas-là, ça passe au Conseil national de l'ordre des médecins où on revoit la plainte. Et puis, si on ne trouve toujours pas d'accord, la plainte est renvoyée en cassation. La gestion des litiges. Alors, en cas de condamnation, il peut y avoir une sanction pour le médecin, forcément. Cette sanction peut être tout d'abord un avertissement, un blâme, une interdiction d'exercer avec ou sans sursis qui peut aller jusqu'à 3 ans. Et puis, la sanction pour des fautes très graves peut être la radiation du tableau de l'ordre. Mais il faut bien prévenir vos patients que pour le plaignant aussi, il peut y avoir des sanctions. Parce que si nous, au conseil départemental, on est obligé de recevoir toutes les plaintes, lorsque la plainte passe au niveau du régional, à la CDPI, si la plainte est jugée abusive, dans ce cas-là, on peut demander au plaignant de reverser des indemnités au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Un exemple récent, un médecin avait demandé des honoraires, s'était trompé et avait demandé 2 € de plus pour une consultation à un patient. Le patient est venu, a été convoqué ici, le médecin a proposé de rembourser les 2 €, le patient a refusé, a maintenu sa plainte. La plainte est passée à la CDPI, le patient a eu 2 000 € de dommages et intérêts. L'ordre des médecins. Donc, quand on a un signalement, le dossier est instruit en fonction des événements présents, c'est-à-dire qu'on juge le signalement, mais aussi on regarde un petit peu l'ensemble des signalements qui ont pu être faits à l'encontre des médecins. Je pense notamment à un médecin pour lequel une patiente déclare qu'il y avait eu des suspicions d'attouchement. On ne savait pas vraiment qui croire entre le patient et le médecin. Et puis, en fait, il s'est avéré qu'il y avait déjà eu plusieurs signalements antérieurs et du coup, le Conseil de l'ordre a décidé de s'auto-saisir et de porter plainte contre le médecin. Voilà. L'ordre peut donc demander aussi, par rapport à un signalement, des explications au médecin par écrit ou lors d'un entretien au sein du conseil départemental. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi décider de s'auto-saisir pour qu'à ce moment-là, ce ne soit pas la personne qui fait le signalement, mais le conseil de l'ordre qui, au vu de l'ensemble des signalements, porte plainte contre le médecin. Et donc la plainte est transmise directement à la CDPI au niveau du régional. Les doléances. Ça ne marche plus ici. Lors des doléances, le conseil recueille le courrier réponse du médecin qui a été fait face à la doléance dont on lui a fait part. Et puis, le conseil de l'ordre juste communique la réponse à l'expéditeur initial. Et bien évidemment, dans ce cas-là, pareil, le conseil de l'ordre peut décider de s'auto-saisir si les faits évoqués nous semblent graves et que la personne ne désire pas porter plainte, mais qu'on pense qu'il y a un manquement déontologique notable du médecin. En volume, cela représente à peu près 150 plaintes par an, 140 doléances et 90 signalements. Les principaux motifs, c'est la qualité des soins, mais surtout aussi 20% les certificats médicaux tendancieux ou de complaisance. Il faut faire extrêmement attention, on ne le dira jamais assez, à la façon dont vous rédigez vos certificats. Une autre grosse partie, c'est les différends entre médecins. Vérifiez bien vos contrats. Les contrats bien faits permettent la plupart du temps de faire la part des choses. Et puis après, on a beaucoup d'autres motifs, notamment le secret médical, le refus des soins. Maintenant, quelques plaintes liées au Covid et puis tout ce qui est relatif à la discrimination avec les patients qui ont de la CMU, etc. Le certificat, donc, quand je vous dis que c'est une grosse part des litiges, le Conseil de l'ordre s'est intéressé donc à cette question, puisque sur le site du Conseil de l'ordre, on peut retrouver un édito un petit peu qui explique comment bien rédiger un certificat médical. Et nous avons même déjà fait un des jeudis de l'ordre relatif aux écrits médicaux et à quoi engage la signature d'un certificat. L'entraide. Donc, l'entraide, c'est une des parties importantes aussi du Conseil de l'ordre, qui n'est pas là que pour les plaintes, que pour la répression. C'est que le Conseil de l'ordre se veut proche des médecins. Et même si un médecin a une plainte, s'il se retrouve en difficulté, que ce soit financière, juridique, administrative ou même médicale, le Conseil de l'ordre est aussi là pour lui apporter de l'aide et pour aider aussi sa famille. L'année dernière, ça a été 70 000 € du budget du conseil départemental qui ont été ainsi attribués aux médecins qui en avaient besoin. La période que nous traversons n'est pas facile. Le Covid, les médecins, les soignants sont quand même mis à rude épreuve et nous en sommes conscients. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un numéro qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous écouter. Le médecin d'ailleurs, comme les étudiants. Voilà.
Il y a l'entraide et il y a une autre partie aussi pour la prise en charge sociale, c'est l'AFEM, c'est l'aide aux familles et l'entraide médicale. C'est une association qui a été créée en 1945 qui est là en fait pour aider les familles des médecins. C'est-à-dire que c'est un soutien à la fois moral et financier. Par exemple, si un médecin décède et laisse le reste de sa famille avec des revenus insuffisants, l'entraide peut aider à payer la scolarité des enfants. Ça a été 66 000 € qui ont été alloués par le conseil départemental l'année dernière. Enfin, le conseil essaye de se rapprocher des médecins et fait des efforts pour communiquer un maximum pour aider les médecins sur divers sujets. Nous ne sommes pas là donc, pour faire recueillir les 335 € de cotisation et appliquer des sanctions. Donc, notre objectif, c'est d'être l'interlocuteur de proximité avec l'ensemble des médecins de département. Nous avons pour cela créé des communiqués avec des informations spécifiques quand il y a des sujets qui le nécessitent. Je pense notamment à la canicule, la pollution, tout ce qui est les risques sanitaires, l'appel aux volontaires qu'on a fait pendant la crise Covid ou quand il a fallu envoyer des réanimateurs dans le Grand Est. Il y a également les newsletters qui représentent 5 500 lecteurs en moyenne sur des sujets divers. Et puis, enfin, les jeudis de l'ordre pour lesquels on essaye de trouver des sujets qui sont concrets et qui sont là pour aider le médecin dans sa vie déontologique. Il y a quand même eu 8000 vues qui ont été faites, soit en direct, comme ce soir, soit en replay, parce que tous les jeudis de l'ordre sont disponibles sur le site du CD13. Concernant la communication, le Conseil de l'Ordre a choisi de ne pas se diversifier et de ne prendre qu'un seul réseau social. Ça a été LinkedIn qui a été choisi. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau qui reste professionnel, où les gens ne peuvent pas utiliser de pseudonyme et il ne peut pas y avoir de post anonyme. On a choisi de vous marquer un petit peu tous les jeudis de l'Ordre qui ont déjà eu lieu. Donc la relation médecin-patient, les lois de bioéthique, l'enfance en danger, comment repérer dans une consultation cette problématique, les dépistages du cancer colorectal, puis ensuite d'autres sujets qui abordaient la responsabilité médicale avec les écrits médicaux dont j'ai déjà parlé, l'handicap et l'accessibilité à la santé, les violences conjugales, les violences intrafamiliales. D'autres, pas mal d'ailleurs de jeudis de l'ordre qui ont été là pour vous accompagner pendant la crise du Covid, avec la prise en charge hospitalière des médecins Covid, les dynamiques de l'épidémie, le diagnostic virologique, les Covid longs, la pharmacovigilance, les vaccins. Voilà. Le conseil départemental a aussi voulu se mettre un petit peu dans une dynamique médiatique et a créé un petit peu, notamment pendant la crise sanitaire, l'application GoMasque qui a été quand même un grand succès puisqu'il y a eu 20 000 professionnels de santé qui ont pu utiliser cette application pour trouver des masques en période où c'était la grande pénurie et c'est 500 000 masques qui ont été distribués sur 2 mois. Donc ça a été une grosse collaboration avec aussi les autres professions de santé, notamment les pharmacies qui ont joué le jeu. Il y a eu aussi le Drive Covid pendant l'épidémie où on a pu, où le Conseil de l'Ordre s'est associé au Conseil départemental afin de mettre en place des drives de dépistage. Ça a été 15 000 appels et 9 000 rendez-vous qui ont pu ainsi être pris. Un des projets qui est en cours, qui fonctionne déjà, c'est une application qui s'appelle My Medical Map. C'est une application qui est destinée à aider les médecins du département à trouver des médecins remplaçants, les fameux 6% de médecins. Et c'est une application qui permet de géolocaliser les demandes de remplacement. C'est une application qui est fonctionnelle et qu'on continue à développer. Enfin,
Au Conseil de l'Ordre, nous avons également une commission qui s'intéresse aux jeunes médecins. C'est pour ça que nous sommes en relation avec les syndicats, tous les syndicats et étudiants. Et nous avons également fait des jeudis de l'Ordre, tous concernés par la souffrance et la santé des internes, qui est un passage quand même difficile de la vie du médecin. Enfin, je vais conclure la présentation en vous parlant un petit peu des élections qui arrivent, puisqu'elles vont se dérouler le 30 avril 2022. Donc, tous les médecins du département sont invités à voter afin d'élire 24 nouveaux membres du Conseil. Donc, nous allons élire 12 femmes et 12 hommes. Les dates clés, vous avez dû déjà recevoir le dépôt des candidatures que vous avez reçu par courrier. Le matériel de vote va vous être envoyé d'ici quelques jours, vers mi-avril à peu près. Et on va vous demander de voter par correspondance dès que vous recevrez le matériel de vote. Et si vous nous oubliez ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours venir sur place le samedi 30 avril entre 11h et 13h pour déposer votre petit bulletin autour de la piscine avec un apéro. Je plaisante bien sûr parce qu'il n'y a pas de piscine. Voilà, et donc c'est important pour vous, je pense, de voter pour que les élus vous représentent au maximum et correspondent aux idées que vous faites de la médecine. Et si vous voulez vous présenter, il est encore temps. Voilà. Oui. Voilà, merci Aurore pour cet exposé qui était complet, clair et très agréable à suivre. Merci. Parmi les questions qui nous sont posées, j'en ai sélectionné quelques-unes. La première, quel est le délai de prescription pour une plainte? Quand on reçoit une plainte ordinale, quel est le délai de prescription? Alors, contrairement au tribunal civil ou au tribunal pénal, il n'y a pas de délai de prescription. C'est-à-dire que lors que l'on reçoit une plainte, le conseil est tenu de prendre en considération cette plainte et de l'étudier comme une plainte classique. Alors une autre question, parce que les cotisations, ça interpelle toujours beaucoup. Un gros sujet. Et, voilà. Et une question nous est posée, qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait une double cotisation quand on fait partie d'une société? Comment justifier le fait qu'on ait une cotisation à titre personnel et une cotisation pour sa société, alors qu'on parle des élections, il n'y a bien qu'un seul bulletin de vote qui pourrait être émis pour ces deux cotisations-là. C'est vrai, c'est un sujet qui revient très souvent, sur lequel on n'est pas à l'aise parce que nous-mêmes, les conseillers, on en parle souvent. Nous aussi, nous payons souvent 2 cotisations quand nous passons en société. Mais ça ne vient pas de nous, ça vient du Conseil national qui, en fait, s'est imposé par les textes réglementaires. Et c'est comme ça, on a souvent essayé de leur demander de passer au-delà, mais c'est les textes réglementaires, on ne peut pas faire sans. Ce n'est pas au niveau du départemental. Merci. Alors, une autre question. Quelle différence faut-il faire entre un contrat d'association et une collaboration sur le plan pratique? Alors, association, collaboration. Je pense qu'il faut voir plutôt les différents. Il y a 3 types de contrats. Remplacement, collaboration et association. C'est à peu près 3 niveaux. En général, un médecin commence par remplacer. C'est-à-dire que quand il remplace, il travaille, donc il ne peut pas travailler en même temps que le médecin qu'il remplace, en même temps que le titulaire. Et c'est le titulaire qui encaisse l'ensemble des actes qui sont faits sous son SNIR, sous sa responsabilité. Et le médecin reverse les 75 ou 80%, enfin le pourcentage qui a été défini par le contrat qui aura été préalablement fait et en bonne forme avant le début du remplacement. Et le médecin garde un pourcentage qui correspond aux charges qui sont liées aux frais de fonctionnement du cabinet. Le collaborateur, c'est différent. Lui, le collaborateur, il va travailler sur ses feuilles, il va avoir ses actes, il va être vis-à-vis de la CPAM considéré comme installé dans le cabinet. Et il est là, il travaille en fait en vue de s'associer dans un temps plus tard avec le médecin. C'est un petit peu la période d'essai avant l'engagement définitif.
Le collaborateur encaisse l'ensemble des revenus, enfin des consultations. Et après, il reverse un pourcentage aux médecins titulaires qui correspondent aux frais de fonctionnement du cabinet et aux charges. Et puis après, il y a le contrat d'association. Donc le collaborateur s'associe, on peut s'associer aussi directement. Et dans ce cas-là, les médecins mettent en place un système. Alors soit c'est une SCM où ils partagent l'ensemble des frais du cabinet, soit ils mettent en commun leurs honoraires. Et dans ce cas-là, c'est des montages un petit peu, ça peut être des montages financiers comme les SPFPL ou il y a d'autres systèmes de société pour exercer ensemble. Voilà. Il y a d'autres questions ou on s'arrête? Il y a d'autres questions. Il y a une question où, si tu veux, je vais te faire te reposer un peu, ou je vais essayer d'y répondre. Quelqu'un nous demande à quoi on s'engage quand on se présente aux élections ordinales, c'est à quoi on s'engage si on est élu ordinal. À beaucoup de choses. À beaucoup de choses. En deux mots, l'obligation de base, c'est de participer aux séances plénières une fois par mois. C'est quelque chose qui d'ailleurs est mentionné dans le règlement intérieur du Conseil de l'Ordre. C'est une obligation. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée plénière, c'est le lieu de décision, c'est l'organe décisionnaire essentiel d'un conseil départemental. Tous les mois, on a un certain nombre d'actes administratifs qui sont pris, de décisions dans le domaine disciplinaire, tu en as parlé tout à l'heure, et c'est à ce titre-là que c'est une obligation de participer, donc une fois par mois, aux assemblées plénières. Ensuite, tout dépend des dispositions, des disponibilités, des dispositions particulières de chacun, et il y a des formations internes qui sont faites pour ensuite participer aux conciliations, aux inscriptions, à l'étude des contrats, aux saisies, tous les actes auxquels les conseillers ordinaux sont appelés à participer et qui jalonnent la vie du Conseil de l'Ordre toutes les semaines et tous les mois. Et on reçoit, quand on est élu, le petit guide du conseiller ordinal qui est assez épais et qui est très intéressant à lire. Voilà, petit welcome pack. D'autres questions? Non? Encore? Une dernière ouais. Peut-être. J'essaie de lire l'écran. Si un plaignant ne se présente pas à la réunion de conciliation, mais tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, j'ai cru comprendre que la plainte était tout de même prise en considération, mais de quelle façon? C'est quand tu as évoqué la carence. Exactement. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a une carence, c'est-à-dire que lorsque le plaignant, mais même le médecin, ne se présente pas, dans ce cas-là, la plainte est étudiée directement par la CDPI, c'est-à-dire à la commission disciplinaire de première instance, au niveau du conseil régional, qui va statuer s'il y a lieu de sanctionner le médecin ou le plaignant pour plainte abusive. Voilà, mais je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. À nouveau, je réitère tous mes compliments pour cette présentation qui était, je le répète, complète et agréable à suivre. Et donc, prochaine jeudi de l'Ordre, je l'ai dit en introduction, la semaine prochaine. Merci à tous. Merci infiniment à toute l'équipe sur ce...